Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a 6 connectés. On attend que les invités nous rejoignent. Alors, ça commence bien avec des aléas techniques. Mes invités ne parviennent pas à se connecter. On va y arriver. Alors, bonjour Thierry, bonjour Xavier, bonjour Joël. J'ai lancé un appel à l'aide pour savoir comment vous pouviez me rejoindre. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous connectés, mais pas au même endroit. Comment est-ce possible? Est-ce que le lien est le même pour tout le monde? Bonsoir Delphine qui vient de nous rejoindre. Alors, est-ce que le lien que j'ai envoyé est le même que celui qui a été utilisé?
C'est peut-être ça le problème. Je vois 2 liens différents. Alors, je vois Lambert qui arrive. Je t'ajoute tout de suite. Bonjour Lambert, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Ouais, il faut que tu me fasses rentrer en fait. Et en fait, c'était pas le même lien dans notre lien. C'est ce que j'étais en train de voir. J'ai l'impression que le lien qui est affiché quand je fais inviter n'est Ouais. pas celui que j'ai communiqué. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va y arriver. Et donc, quand tu dis il fallait que je vous invite, c'était quoi l'action à mener? Parce que moi, j'en suis En fait, resté au fait qu'il y avait. faut que tu nous fasses rentrer. Parce que là, je pense que je suis encore dans le studio. Personne ne peut admirer ma belle chevelure. Non, je pense que c'est bon. Ah, Non, je pense que c'est bon. Tu es affiché à côté de moi. ah ben si, donc si Xavier me dit ça, c'est que c'est bon. C'est qu'il me voit. Alors, je vais reprendre le lien. Du coup, ouais, tu peux renvoyer le lien que tu m'as envoyé à tout le monde. Ça. Ah oui. Première fois sur StreamYard. C'est ça. Ouais. Les aléas du direct. Alors, je ne sais pas pourquoi le lien que j'avais envoyé est périmé. Peut-être qu'il y a eu 2 créations de l'événement. Mais on va y arriver. Donc je le renvoie. Alors il y a Jean-Michel qui m'avait demandé. Hop. En leur envoyant le bon lien, on va y arriver. Je ne t'entends plus, Lambert. Voilà. Ah, j'ai un avatar, mais je n'ai pas d'image. Bonsoir Jean-Michel. Oh, je mets la caméra. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Eduardo. Bonsoir. Et plus que Joël, à qui j'ai envoyé également le lien. On va y arriver, on va y arriver. Merci à nos spectateurs de leur patience. Et voici Joël que j'ajoute. Bonsoir à tous. Et il me manque Stéphane. Stéphane, est-ce que je lui ai renvoyé le lien? Non, pas encore. Bon, j'essaie de me reconnecter. Bon, je lis les commentaires sur le chat. Je vois que tout le monde commence déjà à s'amuser. C'est l'essentiel, malgré ce petit retard à l'allumage pour des raisons techniques. J'apprends à la dure sur StreamYard. La prochaine fois, je pense que je ferai mieux. Et voici Stéphane. Alors, je l'ajoute à la scène. Bonjour à tous. Lambert, tu étais reparti volontairement? Oui, volontairement, oui, on va dire.
On va dire que Parce que c'était volontaire. je t'ai rajouté et après coup, je me suis dit que peut-être que tu voulais te cacher. Et on attend que Jean-Michel se reconnecte, c'est ça? Il a dû nous indiquer qu'il essayait de régler son problème d'avatar. Non, mais la santé est un milieu très très sérieux, hein. Tout est normalement, tout roule toujours très bien. Il n'y a pas de problème technique, jamais. Absolument. Et pareil pour le no-code. Exactement. Ou alors c'est peut-être le côté no-code, ouais, qui... Allez, on va lui laisser quelques secondes pour revenir. Alors, je regarde les messages dans le chat en attendant, parce qu'il y en a déjà eu un certain nombre. Donc déjà, les commentaires sur l'avatar de Jean-Michel, qui était très réussi. Hein, donc je ne sais pas si c'était voulu, mais ça donnait une touche féminine, si j'ai bien vu. Et j'essaye de voir comment on peut visualiser ceux qui sont connectés sur LinkedIn. Est-ce qu'on voit s'il y a 10 personnes sur Twitch et 100 sur LinkedIn? Si vous ne savez pas mieux que moi, je vais m'arrêter là dans mes recherches. Alors, je regarde si Jean-Michel m'appelle au secours par ailleurs, parce que le Slack a été utile. Je pense qu'on va démarrer. 7 ou 8 sur LinkedIn. On va démarrer et il devrait pas tarder. Je vais donc lancer les hostilités en présentant alors chacun d'entre nous et l'objectif de ce moment qu'on va passer, cette heure, on va dire cette heure qu'on va passer ensemble. Donc pour commencer, je vais me présenter. Moi, je suis consultant indépendant en gestion de projet e-santé. Donc j'accompagne des structures de santé, des industriels, pour mener des projets numériques dans le domaine de la santé, après avoir été chef de projet pendant de nombreuses années dans l'informatique et m'être spécialisé dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est l'aujourd'hui et l'hier. Et maintenant, il y a le futur qui comprend peut-être du no-code que j'ai découvert assez récemment. De manière un petit peu accidentelle. Alors, j'entendais parler régulièrement de no-code, hein, ça flotte dans l'air, je m'intéresse à la tech, je reste quelqu'un d'assez curieux, donc j'entendais parler de no-code, mais sans me sentir très concerné. Et il se trouve que j'ai reçu la newsletter du Hacking Health Camp, parce que j'avais prévu d'y participer un jour ou l'autre. Dans cette newsletter, il y avait une mention de la participation de Bill Forker pour la prochaine édition du Hacking Health Camp. Et donc, je suis allé voir ce que faisait Bill Forker. J'ai vu que c'était du no-code dans la santé et en tirant le fil, je suis allé voir un peu plus ce qu'était le no-code et tout d'un coup, mon cerveau a commencé à entrer en ébullition. Je suis devenu assez vite passionné par le sujet, donc j'ai rejoint le Slack de No Code France. Je suis maintenant adhérent de No Code France. J'ai lu récemment le livre No Code, qui a été écrit par des camarades de contournement. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai juste l'impression que le no-code pourrait avoir un apport extraordinaire pour la santé, ou est-ce que oui, est-ce que je me trompe? Mais pour ça, il faut que j'aille parler à ceux qui ont déjà pratiqué. Et tant qu'à faire, vu qu'il y a eu une invitation pour organiser des événements dans le cadre de la semaine par No Code France, pourquoi pas faire ça en live, partager les expériences et essayer d'amener des no-codeurs à s'intéresser à la santé et
des acteurs de santé à s'intéresser au no-code. Voilà le pitch. Je vais continuer parce que j'ai fait le choix d'essayer de présenter mes invités, puisque ensuite c'est eux qui vont s'exprimer, puisque c'est à mon sens eux qui ont des choses intéressantes à raconter. Et c'est toujours un angle aussi qui me semble utile d'essayer de voir si j'ai compris ce que chacun fait. Donc vous allez m'arrêter si j'écorche vos noms, apporter des compléments, des précisions, et ensuite je vous passerai la main et j'aurai ce rôle d'animateur en essayant de creuser les sujets dans le temps qu'on a ce soir, en essayant autant que possible de regarder ce qui se passe sur le chat, s'il y a des questions, des remarques, qu'on puisse interagir aussi avec nos spectateurs. Alors, pour commencer, celui qui est à ma droite sur mon écran, je ne sais pas si c'est l'affichage est le même pour tout le monde, c'est donc Eduardo Bonfem. Est-ce que je le prononce bien? Oh, oui, super. Vous m'entendez bien? Super. Bonsoir Eduardo, merci pour ta présence avec nous. Eduardo est pharmacien et aujourd'hui il officie en tant que Lead Product Manager freelance, actuellement pour une health tech dans le domaine de l'oncologie. Et dans le cadre de sa carrière, il a fait un passage à l'AP-HP, qui est une cellule innovation. Alors c'est l'Hôtel Dieu avec un arrobas quelque chose. J'ai un souvenir. Ouais, c'est ça. On prononçait à Hôtel Dieu, exactement. C'est ça. Et il pratique le no-code depuis déjà un certain temps. Et donc, il mêle les deux et il va nous en parler par la suite. Ensuite, je poursuis avec Joël. Alors, Joël Nari-Guetta. Impeccable. Alors, Joël est directeur digital et innovation chez Etipharm Digital Therapy. Et c'est une filiale de Etipharm, qui est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé, alors je lis mes notes, vous devez voir mes yeux qui basculent, spécialisé dans les pathologies du système nerveux central et les injectables hospitaliers. Donc EDT, c'est une filiale d'Etipharm et sa mission, c'est d'apporter des solutions numériques personnalisées et cliniquement prouvées. Et l'équipe de Joël s'appuie, je veux dire fortement sur les solutions de code, puisqu'il y a un certain nombre de retours d'expérience dont il va nous faire part tout à l'heure. Et je poursuis avec Lambert. On n'a pas de nouvelles de Jean-Michel. Il est dans le sas, si tu peux le faire rentrer. Je crois qu'il patiente là. Alors, il est où le sas? Ah, je ne le voyais pas, il est en dessous. Jean-Michel. Salut, j'ai redémarré, ça fonctionne. Bonjour à tout le monde. Bon, merci. T'as changé du coup. Bonsoir. Oui, alors je m'étais dit que c'était la touche féminine, puisqu'on a ce soir un casting purement masculin. C'est pas volontaire. J'ai essayé de trouver des représentantes de la gente féminine, mais pour ce soir, on n'en a pas. Je pense qu'on pourrait en trouver. Ça viendra. Alors, le live précédent de la journée, c'était uniquement des femmes. Donc, la parité est quelque part respectée sous une autre forme chez No-Code France. Donc, Jean-Michel, je ne sais pas ce que tu as vu, entendu. J'ai vu que tu présentes tout le monde et donc voilà, tu étais en train de faire le tour. Je te laisse continuer, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Eh ben, écoute, je vais enchaîner sur toi, puisque maintenant c'est toi qui suis Joël sur mon écran. Donc Jean-Michel est le PDG et le fondateur de Time Tonic. Après avoir vécu d'autres vies précédemment. Alors, je vous invite à écouter le podcast de Contournement d'il y a quelques semaines, où Jean-Michel a été interrogé. C'était passionnant, ce qui m'avait donné envie d'en savoir plus sur Time Tonic, et ce qui, quelque part, m'a amené à inviter Jean-Michel ce soir. Donc, Time Tonic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une solution no-code française qui existait bien avant qu'on parle de no-code.
qui est maintenant, je pense, un fier représentant quelque part de la no-code touch tricolore, si on peut le dire comme ça, et comment dire, Titanic a travaillé avec l'APHP assez récemment, et c'est dans ce cadre-là que j'ai souhaité que Jean-Michel vienne nous parler, et peut-être d'autres sujets santé s'il y a lieu. Tout à fait, et on travaille toujours avec la PHP, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est un travail en cours. Ensuite, Lambert. Alors Lambert, qui travaille dans le domaine de la santé depuis toujours, hein, depuis le début de sa carrière. Je ne sais pas si c'est depuis sa naissance, mais en tout cas, il le présente comme une passion. Donc là aussi, je vous invite à écouter un épisode, alors cette fois-ci du podcast de No Code France. Lambert était intervenu il y a sans doute un petit peu plus longtemps. Ah oui, ça datait du début du no-code, ça, Xavier. Ça commence à remonter un petit peu. Hein. On a reperdu Jean-Michel. Ah non, c'est bon, t'es là. Ouais, non, c'est un podcast qui date un petit peu. Ouais, maintenant, j'étais entré à No Code France. Et j'avoue que j'ai pas du tout en tête de quand c'était. C'est beaucoup de choses depuis. En tout cas, moi, je l'ai écouté, c'était très, très instructif, mais je ne sais plus où s'arrêtait l'histoire. Et un élément important de l'histoire, c'est que Lambert a cofondé avec deux autres personnes qu'on peut citer. Alors, c'est Laurie Doppler et Kilian Skavenek, donc une société qui s'appelle Build for Care, alors que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui s'est spécialisée dans l'accompagnement du secteur de la santé en faisant du no-code. Et sur No Code France, donc au-delà de participer à un podcast, Lambert est identifié comme le monsieur santé, qui apparaît comme par magie quand on parle de ces sujets-là, quand on parle d'hébergement de données de santé. Assez célèbre, très présent aussi sur le Discord de Xar, dont on parlera aussi, je pense, tout à l'heure. Et enfin, last but not least, Stéphane Mézaros. On prononce le S ? C'est bien ça. Oui, tout à fait. Parfait. Et donc Stéphane, c'est un ancien ambulancier qui s'est reconverti d'une certaine manière en tant qu'autodidacte dans l'informatique, dans ce qu'on appelait à l'époque l'informatique, qui a créé 2 sociétés dans ce cadre-là. Une qui s'appelle tierspayant.net et une qui s'appelle TechSI. Donc, tierspayant.net, ça s'adresse aux professionnels de santé. Initialement, c'était pour facturer. Pour de la facturation du transport sanitaire et la gestion du tiers payant pour d'autres professionnels de santé. Et TechSI, ça déborde de la santé. Tu proposes des services informatiques un peu plus larges. En fait, TechSI, c'était le nom initial de la société parce que je m'imaginais à ma reconversion partir vraiment dans l'informatique. Et en fait, le bouche à oreille a fait que les ambulanciers m'ont gardé avec eux sous la main. Et voilà, c'est une activité qui s'est vraiment développée. Et donc voilà, donc j'ai une partie informatique que j'utilise principalement pour mes clients professionnels de santé en fait. Et voilà. Et no codeurs depuis peu? Depuis très peu. Alors j'utilise WordPress et SharePoint depuis plusieurs années. En fait, je faisais du no-code sans trop le savoir. Je me suis vraiment intéressé en recherchant des outils pour sortir d'Excel, vraiment dans mon organisation interne. Et je suis tombé sur contournement.io. Qui m'a. Alors pareil, j'ai le cerveau qui s'est mis à bouillonner d'un seul coup. Et j'ai vu l'infini se présenter devant moi, et surtout avec des clients qui sont beaucoup en mobilité.
Il y a vraiment des applications intéressantes à développer avec du no-code. Oui. Ce qui nous amène quelque part à la suite de cette table ronde. L'objectif était de partager les expériences et donc de laisser chacun nous donner sa vision de son vécu no-code en santé. Ce que je propose, c'est Stéphane, tu poursuives. Justement, tu as commencé Oui, à je nous donner suis un petit peut-être peu celui qui ton en a point le de moins à vue. dire finalement, parce que je suis vraiment tout neuf dans le no-code. Voilà, j'ai découvert, j'ai dû faire la formation contournement il y a moins d'un mois. Mais en général, quand je me plonge dans un truc, j'y vais à fond. J'étais un peu à la recherche de projets aussi. J'avais envie de voilà, j'étais un peu à la recherche de projets. Mon cerveau commençait pas à s'ennuyer, mais presque. Et du coup, cette petite formation de contournement, qui est une super présentation des outils. Enfin, vraiment, j'ai apprécié la présentation. Ça donne envie d'aller plus loin. Et puis bah, moi, clairement, ça va me permettre de répondre à des demandes auxquelles je pensais pas pouvoir répondre jusqu'à maintenant. Notamment sur en fait, les ambulanciers, s'ils sont encore au format papier. Donc, ils notent leurs heures sur des carnets autocopiants. Ils ont des prescriptions médicales en papier. Il y a de la dématérialisation, mais c'est moi qui l'a fait. Et c'est moi qui envoie de manière électronique à l'assurance maladie. Mais c'est moi qui me retrouve avec les archives papier les tonnes et les tonnes d'archives papier de mes clients. Et Dans la santé, du coup, il y en a c'est quand même beaucoup. assez courant de Oui, parler de papier. on a encore des fax. Hein. On a encore des fax. Et voilà, donc alors les éditeurs de logiciels dans dans la facturation en général font de la mobilité, mais souvent un peu trop complexe. Donc voilà, moi je travaille avec plein de petits outils. Alors, je travaille sur un environnement Microsoft, donc j'utilise SharePoint pour mes données. J'ai appris à automatiser quelques tâches sur mes factures à moi, enfin plus du côté, pas du côté facturation et gestion du tiers payant. C'est une partie où on doit le gérer avec les logiciels métiers. Qui sont développés sur WinDev pour la plupart, donc je suis pas encore assez expert pour mettre les mains vraiment dedans. Mais après, pour notre organisation, nous, c'est vrai qu'on est. Enfin, en fait, il y a 3 ans, on était 3. J'ai créé ma structure il y a 15 ans. Il y a 3 ans, on était 3. Aujourd'hui, on est 11. Et ça demande une réorganisation complète. J'ai moi-même un métier qui a complètement changé parce qu'avant, j'étais vraiment sur le terrain avec tout le monde et aujourd'hui, je dois manager, je dois organiser, je dois répondre des fois à des demandes. Et voilà. Je suis autodidacte ouais, je suis autodidacte tout court. J'ai passé un bac éco, j'ai été pompier pendant 7 ans, ambulancier pendant 7 ans aussi. Dans l'ambulance, j'ai fait un peu tous les métiers, de la régulation, de la facturation. J'ai vu un peu vraiment tous les côtés tous les aspects du métier. J'ai vu pas la numérisation, mais du coup l'arrivée du numérique, je dirais, la dématérialisation et il y a plein de choses intéressantes à faire. Voilà. Je me suis un peu perdu dans mes mots, je suis désolé.
Ah non, mais il n'y a pas de souci, on te laisse exprimer. Voilà. Il y a une question de Xavier Nocode qui demande: tu as fait quelle formation? Alors, je pense qu'il réagissait à contournement. Quelle formation contournement D'accord. tu as suivi? Ok. Alors vraiment, la découverte, la formation gratuite de formation présentation, voilà. Pour l'instant, mais enfin, je vous dis, c'était il y a moins d'un mois. C'est vraiment tout neuf. Je me suis inscrit sur le Slack, j'ai adhéré à No Code France aussi parce que voilà. C'est une communauté que j'ai retrouvé un peu l'ambiance des forums dans lesquels j'étais dans le début des années 2000 et avec beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. J'ai vraiment trouvé beaucoup de bienveillance et j'ai même pu commencer à aider des gens, donc je suis ravi. Oui. Oui, j'ai vu que tu étais immédiatement Mais, actif sur le Slack. Ouais. Ah oui, c'est l'esprit de cette communauté qui stimule, je pense, qui donne envie d'aider les autres et de voir comment on peut monter en compétence en aidant les autres. C'est ça, et c'est vrai que moi, enfin vraiment, ouais, je vous disais, il y a 3 ans, on était 3, on faisait notre petit bonhomme de chemin tranquillement, et puis le Covid en fait a fait que les professionnels de santé et tous les professionnels de la planète, je pense, ont mis le nez dans leur compte en banque et dans leurs impayés et se sont rendus compte de tout l'argent qu'il y avait dehors. Et, et voilà, un professionnel de santé en France, il a une moyenne de 15% d'impayés. C'est une moyenne. Il y a forcément, il y a moins, il y a plus, mais il y a quasiment une facture sur 5 qui n'est pas payée. Donc voilà, et c'est vrai que c'est là où du coup j'ai vraiment changé de métier en 3 ans. J'ai complètement, voilà, je suis parti et puis je suis quelqu'un qui veut toujours faire mieux. Donc des fois j'invente des outils qui servent à rien et et puis des fois voilà, je vais tomber sur l'outil qui va révolutionner. Voilà. Et là, enfin hier j'étais avec un client, je dis bah tiens, j'ai envie de me former dans le no-code, je vais peut-être pouvoir faire des applis et tout. Et il m'a déjà donné une timeline complète avec tout ce qu'il veut dans son appli et voilà, le projet ça y est, vas-y. Donc voilà, donc je suis ravi de pouvoir et participer et profiter de cette aventure, voilà. Ok, merci Stéphane. Avant de passer au suivant, alors j'ai vu passer une question, mais je n'arrive plus à afficher les commentaires. Je pense que c'était une question à nouveau de Xavier. Oui, c'est ça. C'est possible de ne pas payer des factures de santé? Carrément. C'est tout à fait possible parce qu'en fait, c'est l'assurance maladie qui paye. Et une facture, si on se trompe de date de naissance, si la carte vitale pardon, du patient n'est pas à jour, qu'on envoie par exemple à 100% et que c'est pas à 100%, l'assurance maladie rejette la facture. Mais si personne ne traite ce rejet, la facture, elle restera impayée. Et en fait, c'est ce qu'on rencontre, c'est que la facturation est faite souvent dans les temps. Bon, on a 2 ans pour facturer un acte en général, 1 ou 2 ans. Mais les factures sont envoyées, mais après, il n'y a plus de suivi. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est bon, c'est télétransmis, ça veut dire que c'est sécurisé, c'est bon, ça va être payé. Et en fait, quand on met le nez dedans, pas du tout. Voilà. Là, du coup, je prends ma casquette de président de la Fédération nationale des entreprises du tiers payant. Je suis un peu multicasquette, mais voilà, je suis le seul représentant pour le transport sanitaire, mais j'en ai énormément de confrères qui travaillent pour des pharmacies et les pharmacies, sur le volume de factures qu'elles ont, il y a des vrais besoins parce qu'il y a
voilà. On pense qu'ils gagnent bien leur vie, mais en fait, ils pourraient gagner tellement mieux leur vie. Le message est passé. Merci encore, Voilà. Stéphane. Avec plaisir. Et maintenant, pour enchaîner, je propose que Joël, tu prennes la parole, pardon, et que tu nous parles d'Ethypharm et de ce que vous faites en no-code. Très bien. Alors nous, on commercialise une thérapie numérique qui s'appelle Deprexis dans la dépression. Donc ça numérise en fait ce qu'on pourrait avoir avec un psychiatre, une thérapie cognito-comportementale. Donc c'est une application qui est validée, classe 1, et on n'a pas pris le risque de la faire en no-code, très clairement. Et d'ailleurs, on pourrait parler de ça, du débat de jusqu'à où on peut aller en no-code, mais le produit lui-même, notre produit phare, il n'est pas fait en no-code. Parce qu'il y a une réglementation et énormément de validation qui oblige à maîtriser de A à Z son produit. Et bon, c'est un vrai sujet, mais ce serait assez risqué de mon point de vue de demander, nous, on demande un remboursement à la sécurité sociale, parce que cliniquement, on a prouvé que le produit apporte beaucoup aux patients. Il y a eu 12 études cliniques sur 2900 patients. Et donc, c'est plutôt nos activités autour, l'entité. On est dans la santé, donc il y a beaucoup de réglementations. Il y a des choses qu'on a le droit de dire, pas dire, d'un point de vue marketing, aux médecins. Donc, on génère beaucoup de contenu pour promouvoir notre produit, le bon usage du produit. Et donc, il y a énormément de validation. Donc, moi, le premier, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est la partie validation de ces contenus-là, où le no-code peut vraiment jouer un rôle, parce qu'il y a une équipe médicale qui va relire. Il y a énormément d'étapes. Et bien souvent, les gens sont pas acculturés à tout ça, et puis ça s'envoie des fichiers par mail. Au mieux, ça édite dans une solution collaborative, mais c'est souvent dans la précipitation, en fait, c'est par mail, et puis vas-y que je te retouche. Donc c'est assez compliqué. Je pense que tous les domaines réglementés peuvent tirer profit du no-code et des workflows de base qui viennent dans quasiment toutes les solutions de no-code maintenant. Il commence à y avoir des workflows. Ensuite, il y a tout ce qui est veille, la veille concurrentielle, mais aussi la veille médicale. Il y a énormément de choses à aller lire, et c'est pas toujours des trucs textuels où on arrive vite sur de la donnée non structurée. Et là, c'est pareil, ça rentre pas dans Excel, et on veut quand même garder l'information. Et donc voilà, le no-code permet nous, par exemple, avec Airtable, on arrive très bien à faire ça. Après, il y a la donnée produit, mais alors là, on s'éloigne peut-être un peu, mais dans une pharma, en fait, de la R&D, la molécule, elle a un nom, sa forme galénique, et après en production, elle a un autre nom, après quand elle est commercialisée, elle a encore un autre nom, et on est vite perdu. Et donc, tout le monde a son petit ERP, il y a plein de choses, et ça peut être assez difficile d'avoir une vision globale du même produit dans toutes ses phases. Et donc, tout ce qui est un peu master data, je sais pas si ça va parler à certains, mais je pense que vraiment aussi le no-code peut avoir un rôle. Là, par contre, c'est quelque chose qui est en étude et qu'on n'a pas fait, parce que il y a un gros volet humain, énormément de changements. Et puis enfin, la vision 360, si on n'a pas les moyens de se payer un CRM ou d'utiliser le plein potentiel des CRM, dans le domaine de la santé, souvent les CRM, ils sont un peu spécialisés. Quand on ne sait pas encore quoi trop faire, je pense qu'on peut démarrer en no-code, une première vision 360 des clients, des prospects. Le no-code peut aussi être un vrai accélérateur de ce côté-là. Tu peux préciser Master Data, ce que tu évoquais juste avant? La master data, c'est plus de la gouvernance que des outils, mais c'est par exemple dans une société, par exemple quand on commercialise un médicament, on dépose une AMM à des autorités dans les différents pays, et donc le produit, la posologie, le Doliprane 500 mg ou 1000 mg, à chaque fois il y a des noms différents, et donc en interne, les gens parlent souvent du même produit mais utilisent des différents noms. Donc après, en termes de supply chain, de distribution, c'est hyper dur de dire, mais on parle bien du même médicament, on en a vendu combien dans tel pays? Ah, moi, il s'appelle comme ça, mais moi, c'est pas le même. Et en fait, c'est hyper dur de réconcilier les données. Alors que si on commence à gouverner les données, on commence à dire aux gens, toi, tu t'occupes de telle donnée, on commence à faire des jointures, et il y a quelqu'un qui vérifie. C'est là qu'on commence à parler de master data, parce que il y a une gouvernance et il n'y a pas quelqu'un qui rajoute dans son petit périmètre sa propre donnée pour gérer son propre environnement. C'est toujours l'histoire des silos, en fait, dans les sociétés.
Et donc, les grosses structures ont tous fait d'un master data. Les plus petites, c'est assez compliqué. Et voilà. Encore une fois, le no-code, pour moi, c'est toujours un bon moyen de démarrer. Après, ça peut perdurer, hein, mais au moins de démarrer des sujets un peu compliqués sans investir lourdement dans des gros logiciels pour le faire. Très bien. J'ai mis un chrono hein, pour chacun, mais c'est pas pour vous mettre la pression, mais juste qu'on s'assure que chacun ait un petit peu de temps pour s'exprimer. Merci Joël d'avoir respecté le timing, mais si tu as encore quelques mots à ajouter, il te reste 30 secondes. Alors, 30 secondes, ouais, très, questions. très, très vite. Ouais, moi j'ai commencé le no-code en 2018-2019 avec IFTTT, voilà, et puis Zapier. Et puis voilà, c'était un peu en perso et je pense que vraiment ça joue un rôle maintenant sur le pro. Et maintenant, voilà, je m'éclate avec Make et ce genre d'outils qui vraiment sont arrivés à un super stade de maturité. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Je vois que certains s'expriment. Il y avait encore Xavier. Hein, il y a beaucoup de messages de Xavier et de Fred42 Loire 74. Je vous laisse lire. Hein, je vois pas de questions à partager, mais n'hésitez pas. Et on va poursuivre. Je vais reprendre mon compteur pour ne pas donner l'impression de tricher sur le timing. Eduardo, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Oui, avec plaisir. Alors, peut-être effectivement dire en préambule que moi, je suis rentré dans le no-code grâce à Notion, comme je pense beaucoup d'entre nous, et aussi grâce à Shubham avec toutes ses formations et sa pédagogie. Et effectivement, donc j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la PHP, d'accompagner plus d'une dizaine de startups à différents stades de maturité sur leur développement produit, qui étaient avec des outils, comment dire, de dev classique. Mais c'est vrai que certains arrivaient déjà avec des propositions de no-code et avec un stade assez early stage. Je pense aussi là où il y a perdre Eduardo. Vous m'entendez? OK. Effectivement, je pense que ça vient de chez Yannick. Donc effectivement, là où je vois un intérêt du no-code, c'est pour aujourd'hui des stades assez early stage où on n'a pas forcément, en tant que startup, les moyens de construire une équipe full stack. Et je le vis en ce moment, parce qu'effectivement, je suis des product dans une startup qui construit un medical device, donc un dispositif médical pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu le jargon technique du milieu, sur lequel effectivement je rejoins Joël. Il y a des risques assez importants d'utiliser le no-code puisque certains sont pas assez matures sur certaines réglementations, parce que le HDS en France, c'est une certification un peu particulière, mais au-delà de ça, il y a le règlement européen des dispositifs médicaux, il y a toutes les normes qui sont issues de la qualité, l'ISO 13485, la 62304 pour le développement des logiciels. Bon, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, il y a un enjeu aujourd'hui, je pense, pour les outils no-code aussi, de proposer des solutions enterprise avec peut-être des options pour permettre de respecter ces normes-là et avoir la maîtrise du code. Voilà. Et donc peut-être ce que je peux partager, c'est je pense que juste en utilisant Notion, qui est un peu un outil à tout faire, si je puis dire, je pense qu'il y a un enjeu de formation pour les professionnels de santé. Et puis moi, j'essaie justement d'accompagner les professionnels de santé à utiliser ces outils-là, parce qu'ils sont aujourd'hui avec des vieux logiciels. Je pense que Jean-Michel pourra témoigner aussi de son expérience à la PHP, mais aujourd'hui, on est sur une époque très ancienne sur l'informatique. Et donc effectivement, tous ces outils permettent de nouveaux usages et l'automatisation avec l'interopérabilité est cruciale, parce qu'aujourd'hui, on a une multiplication d'outils. Ce que veulent les professionnels de santé aujourd'hui, c'est une unification des produits et faire en sorte que le patient ne soit perdu dans la multiplication de ces outils. Et je pense que le no-code, là, pour le coup, permettra de fluidifier des parties de logiciels qui n'avaient pas d'interop et sur lequel on pourra peut-être reconnecter des bouts parce que on l'avait pas prévu dès le démarrage. Voilà pour faire très bref
laisser la parole aux autres pour la suite. Mais effectivement, beaucoup de startups utilisent aujourd'hui les outils no-code en santé pour faire le MVP, mais le problème, c'est le passage à l'échelle sur les sujets réglementaires qualité. Et je pense qu'on pourra échanger là-dessus tous ensemble. Alors, sur le chrono, comment dire? J'ai fait une bêtise sur sur StreamYard, donc j'ai supprimé le chrono de 5 minutes. Je me suis retrouvé avec un chrono de 3 minutes. Donc, Eduardo, tu avais encore un petit peu de temps. Il y avait une question, alors Fred 42 Loire 74 est très prolifique dans ses commentaires. Il y avait une question, les patients participent-ils à la production produit? Je traduis la question comme ça. Alors, je les vois pas en direct, mais alors nous, dans la startup dans laquelle je travaille, effectivement, il y a un vrai sujet de co-construction. Donc oui, je pense que dans tous les usages de la santé, il faut construire les outils avec les usagers en question. Et si on développe des applications patients, ça me paraît indispensable. Et je pense qu'aussi, peut-être, c'est un sujet qu'on pourra aborder dans le débat, c'est aussi la vitesse d'itération, parce que quand on utilise un outil no-code, on peut déployer, ce qui n'est pas le cas on peut déployer plus rapidement en tout cas et faire tester, ce qui est vraiment crucial pour bien faire en sorte qu'on adresse les bons besoins et que l'expérience utilisateur soit satisfaisante pour les patients en l'occurrence. J'espère avoir répondu à la question qui était assez large. Fred 42 Loire 74 nous dira s'il a obtenu une réponse satisfaisante. Il y a également une question de Jouar. Bonjour Jouar, merci d'être avec nous. Alors je pense que j'ai un problème de performance sur mon post avec StreamYard, parce qu'à chaque fois que je clique quelque part, ça met beaucoup de temps à réagir. Désolé si ça pollue un petit peu le live. J'ai affiché la question de Jouar qui pose une question par rapport à Notion. Qu'en est-il de la gestion et protection des data de santé avec des outils comme Notion? Donc stockage dans le cloud, effectivement, et pas local. Et oui, je pense que par rapport à Notion, il y a quand même un élément spécifique, puisqu'il y a des structures qui vont l'utiliser pour faire toute leur gestion de projet, tout leur fonctionnement interne. Donc de fait, des données pas du tout confidentielles vont être stockées, mais potentiellement des données aussi patients peuvent être répliquées dessus et ça pose problème. Peut-être ce que je peux apporter par rapport à cette question, c'est que quand je travaillais à la PHP, on voyait bien qu'il y avait des besoins très différents, des outils avec des finalités médicales et dans ce cadre-là, on rentre dans le réglementaire du dispositif médical et on va dire des outils qui permettent d'être plus efficients au travail, qui augmentent la productivité. Et par rapport à Notion, j'avais posé la question et c'est dans la roadmap d'être HIPAA compliant, donc du coup l'équivalent HDS, on va dire aux US, mais avec moins de points de contrôle. Mais je pense qu'il y a ces deux usages à distinguer et peut-être que ça fera l'objet de la discussion parce que je pense que les usages sont très différents et en fonction de justement quel usage on regarde quelle réglementation on a besoin de suivre pour être en conformité. Et c'est peut-être là où les no-codeurs qui nous écoutent peut-être doivent bien comprendre qu'il y a comment dire, il y a un besoin de compétences qui sont très diverses et pour arriver à déployer en production un outil dans le domaine de la santé, il est indispensable de bien regarder quelles sont les réglementations dont on a besoin pour le projet qu'on est en train de délivrer. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma part. Merci Yannick. Effectivement, merci Eduardo. On peut enchaîner avec Jean-Michel. Avec plaisir. Donc, effectivement, vous parlez un tout petit peu de moi. Déjà, effectivement, je suis le fondateur de TimeTonic. On est une plateforme no-code française, un concurrent français d'acteurs américains qui ont été mentionnés au cours de la discussion. Donc, plutôt approche base de données visuelle, hein, donc un peu proche de l'approche Airtable, pas tout à fait Notion, plutôt proche de Airtable. Donc, on a une approche l'idée qui plaît énormément à nos clients, notamment dans la santé, on va en parler, c'est vraiment de pouvoir centraliser les informations,
créer ses propres bases de données, créer ses propres processus, générer des formulaires qui vont pouvoir ensuite être traités à travers 10, 15, 20 personnes différentes ou 100 personnes différentes avec des workflows de validation, d'automatisation, générer des emails, etc. Donc, créer ses propres applications de gestion et visualiser ensuite ces données sous forme de tableau Gantt, Kanban, timeline, des tableaux de bord, etc., soit pour les visualiser, soit pour les gérer et les manipuler. Et donc, cette approche base de données est très intéressante parce que ça permet de ne pas acheter une application toute faite. Il y a beaucoup dans le domaine de la santé d'outils. Hein. Ils sont pas totalement dénumériques, même s'il y a encore beaucoup de papier qui est utilisé. Mais c'est vrai que c'est souvent, comme dans pas mal d'entreprises, et c'est la révolution du no-code, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé où c'est assez régulé. C'est des applications qui sont certifiées, qui ont été développées parfois peut-être par un hôpital qui va ensuite le réutiliser, qui va le faire connaître et d'autres hôpitaux vont commencer à l'utiliser. Mais du coup, c'est des outils très classiques, très rigides, on ne peut pas faire évoluer. Et les coûts d'intégration aussi, d'ailleurs, sont souvent très importants. L'adapter, le faire intégrer dans un nouvel hôpital peut être très compliqué. Là, je parlais avec un de nos clients qui nous disait qu'il déployait un outil comme ça qui avait été développé. Ils ont démarré l'implémentation en 2018 et ils n'ont pas toujours pas fini l'implémentation de cet outil. Et donc, ça montre un petit peu l'avantage, évidemment, de solutions de no-code. D'abord parce qu'on les maîtrise, donc on les crée soi-même. Et ensuite, la possibilité d'intégration et de l'ouverture grâce aux API hein, qui sont une des bases du no-code, c'est-à-dire qu'on peut avoir une plateforme maîtresse comme TimeTonic qui va centraliser les informations, qui va être la base de données centrale pour les process et pour les données, mais qui évidemment peut être complétée par des dizaines d'autres outils et s'intégrer facilement avec les autres systèmes, les autres applications ou outils du système d'information. Et donc cette approche base de données, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que vraiment elle est très forte et très intéressante. Nous, évidemment, on recommande cette approche-là, surtout pour des applications internes, plutôt que des approches basées sur d'abord l'UX, qui demande des compétences UX et qui demande aussi des formations, des applications comme WeWeb par exemple ou Bubble, etc., qui demandent des semaines ou des mois de formation pour pouvoir maîtriser. Puis en fait, le résultat reste un outil qui a été développé certes plus rapidement, mais qui ne peut être que maîtrisé par ceux qui l'ont développé. Alors que l'approche base de données, on se concentre sur l'information, sur la donnée. Et en fait, quelle que soit l'interface, on peut y accéder. Et on le voit d'ailleurs avec l'arrivée d'un chat GPT, l'importance de maîtriser ces données, mais qu'ensuite on puisse y accéder de différentes manières, que ce soit avec un formulaire, que ce soit en automatisant l'envoi d'un email, que ce soit avec une vue Gantt ou que ce soit avec un accès à une requête de type chat GPT ou une automatisation autour de ça. Ça permet vraiment de rester maître de son application et donc de ne pas être dépendant d'experts nécessairement qui vont avoir créé l'application. Et cette autonomie, cette capacité à créer ses propres outils et à digitaliser ses processus, c'est un peu une révolution, effectivement, dans le domaine de la santé. En tout cas, nous, on le voit avec la PHP, c'est assez récent pour nous. On n'était pas du tout dans le domaine de la santé avant parce que justement, il y avait des problématiques HDS. On s'est dit, on fera ça dans une deuxième étape parce que c'est assez contraignant, assez lourd. Et en fait, la PHP a entendu parler de nous et ils étaient à la recherche d'une solution pour digitaliser tous les processus de la recherche clinique. C'est quand même plus de 600 nouveaux projets de recherche clinique à la PHP. C'est le plus gros CHU européen. C'est 38 hôpitaux en région parisienne. Et ils avaient un mandat de leur nouveau directeur général justement d'accélérer la digitalisation de tout ce qui était la recherche clinique, parce que la recherche clinique est notamment une des grosses forces, des facteurs d'attractivité de la PHP. Ça attire les médecins, ça attire les professionnels, etc., qui sont contents de travailler sur des innovations thérapeutiques, des nouveaux produits, de tester des nouvelles choses. Et donc, quand c'est des processus, la moindre demande
demande prend 6 mois parce que c'est du papier, puis ensuite c'est validé par 15 personnes différentes, etc., que ce soit des académiques, des industriels ou des projets de recherche interne, bien évidemment, c'est lent et c'est un peu démoralisant pour les acteurs de la recherche. Donc, il y avait une vraie volonté de vouloir digitaliser, fiabiliser, accélérer et collaborer plus facilement autour de ces projets de recherche clinique. Et donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont retenu TimeTonic après un audit assez large de beaucoup de solutions. Et donc, on s'est dit, il y avait des grosses discussions, effectivement, sur l'intérêt pour nous d'aller dans ce domaine-là. Mais finalement, on a en gros, on fait un investissement avec eux sur ça. Et on a commencé la mise en place, effectivement, de la certification pour être HDS avec un objectif que d'ici 6 mois, on soit niveau 2 et que d'ici 12 à 18 mois, on soit niveau 6. Et donc voilà, et le résultat est assez fascinant parce qu'on voit au niveau de la PHP que ils ont créé leurs propres applications, digitalisé leur premier processus en quelques jours. Enfin, en un mois, c'était live. Ils nous ont dit, nos projets, je vais vous donner un exemple, des projets qui prennent 5 ans avant d'être en place, c'est courant. Et donc, pouvoir digitaliser, automatiser des processus, travailler en équipe, s'assurer que l'information est suivie, elle est vue par les bonnes personnes et seulement par les bonnes personnes. Tout ce qui est la confidentialité aussi du processus, ce que permet des applications comme des plateformes comme TimeTonic, où on peut isoler et créer des vues spécifiques filtrées par utilisateur connecté de manière dynamique. Donc chaque personne ne voit vraiment que ses propres données ou ce qu'il a droit de voir. Et donc tout ce processus, depuis les dématérialisations des demandes qui avant se faisaient en papier et qui maintenant se font par des formulaires en ligne, et qui ensuite tout le suivi, la validation des experts qui peuvent intervenir et ensuite gérer l'ensemble de ces projets. Et c'est un des premiers projets, sachant qu'ils ont aujourd'hui déjà plus d'une trentaine de projets identifiés et des demandes qui remontent de partout. Tous ceux qui commencent à voir l'utilisation de TimeTonic au sein de la DRCI, dans la direction de la recherche, et tous les intervenants des différents hôpitaux, les médecins, etc., qui travaillent sur les projets, se rendent compte du potentiel et ont déjà identifié des processus autour de la recherche. Et ensuite, bien sûr, ils aimeraient aussi pouvoir le faire avec des données qui nécessitent une certification HDS. Donc, on espère pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est assez neuf pour nous d'aller sur le domaine de la santé. TimeTonic a été, on a créé notre produit, on l'a lancé fin 2016, donc ça fait déjà 7 ans qu'on a lancé TimeTonic, et on travaille avec DNJ, avec GRDF, avec l'URSSAF, avec les Air France, etc. Mais dans plein de secteurs et des centaines de PME et de TPE. Mais c'est le premier début de notre travail vraiment au niveau de la santé. Et maintenant, du coup, on discute avec 2 autres CHU, on travaille avec des compagnies pharmaceutiques qui nous sollicitent, etc. Donc ça, c'est évidemment comme toute industrie, c'est tout un monde qui s'ouvre, et le fait d'avoir été retenu par la PHP est une énorme carte de visite pour nous. C'est très, très impactant. Comme première référence, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vraiment très bien, absolument. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Pas dans le chat, mais messieurs autour de la table ronde virtuelle, n'hésitez pas. Comme on a cité la PHP, Eduardo, peut-être que comme tu as une expérience dans l'innovation à la PHP, tu as peut-être un regard sur le sujet. N'hésite pas. Je pense que ce que disait Jean-Michel sur le temps de développement, je l'ai vécu, je l'ai bien vu en interne. Je pense qu'effectivement, il y a une révolution qui est en marche, et qui ne fait que commencer. Et je pense que, parce que j'étais à Marseille il n'y a pas très longtemps sur la conférence des CHU de France sur l'innovation, et on voit bien qu'on est encore au démarrage en fait de ces sujets-là. Peut-être je pourrais parler des sujets, parce que Jean-Michel parlait de ChatGPT. Je pense qu'il y a des sujets aussi liés à la privacy des données qui nécessiteront forcément d'inventer demain des outils no-code peut-être spécifiques à la santé, puisqu'il y a des enjeux particuliers. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sont
paru, comme quoi les médecins utilisent aujourd'hui ChatGPT pour leurs consultations. Alors, à côté, ça peut faire sourire parce qu'on se dit ils ont besoin de ChatGPT pour nous soigner, mais d'un côté, c'est la vraie vie et c'est le cas d'usage qui peut-être fait se poser la question de peut-être demain innover aussi côté hospitalier dans ce genre d'application. Voilà, je lance une porte ouverte. Est-ce que TimeTonic pourra peut-être développer des modules spécifiques? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un terrain à prendre sur ce volet. Voilà. Clairement, sur l'intégration, donc on est aujourd'hui effectivement intégré OpenAI. Donc on a 4 niveaux de développement planifiés sur l'intelligence artificielle. Les 2 premiers sont faits. Le premier, c'était entraîner nos bases de connaissances YouTube, Zendesk, PDF, etc., qui permet sur l'utilisation de TimeTonic. Donc ça, c'est déjà fait. Un utilisateur peut utiliser un chatbot surentraîné avec les données TimeTonic pour apprendre à utiliser TimeTonic. Ensuite, il y a les automatisations. Donc aujourd'hui, on peut utiliser TimeTonic dans nos automatisations natives, ce qui permet de, voilà, j'ai un email qui rentre, j'ai un commentaire, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est un tel sujet, est-ce que j'ai besoin d'un résumé, j'ai besoin d'extraire une information, j'ai besoin de corriger une donnée, etc. Donc ça, c'est déjà fonctionnel et très très puissant. Et on a déjà des très très beaux projets là-dessus. Et des étapes 3 et 4 qu'on a identifiées, nous, c'est étape 3, c'est le dialogue avec ces données. Comme je disais, l'importance d'avoir une base de données centralisant les informations. On a déjà, nous, fait une démonstration il y a quelques semaines avec un outil qui va être entraîné en fait sur les données TimeTonic et tu vas pouvoir en poser des questions. Tiens, au fait, quelles sont mes interventions, où est-ce que j'en suis sur telle chose, et automatiquement afficher les références. Par exemple, voici le prochain rendez-vous, voici le résultat de mon analyse, ou voici l'état de mon projet, ou voici où en est ma formulaire, et puis ma demande, mon process, et l'ouvrir directement, avec la possibilité ensuite de pouvoir dialoguer, donc pour interroger, mais ensuite pour pouvoir modifier éventuellement. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'étape 3 qu'on espère faire en 2024, et l'étape 5 qui est l'étape 4 qui est la possibilité de créer ses propres bases de données, ses propres automatisations, ses propres applications complètes avec du simple traitement de type dialogue vocal ou écrit en chat GPT ou équivalent. Et sinon, donc là, on l'a fait avec OpenAI. On a démontré il y a quelques semaines avec une autre plateforme française qui intègre des données, qui va intégrer plusieurs données. Ça nous intéresse et je vous partagerai ça après si vous le souhaitez, mais qui va intégrer du Mistral, qui va intégrer du Llama de Facebook, qui est un propriétaire, mais qu'en fait qui entraîne des données, puis qui ensuite permet d'utiliser le modèle en hébergement local, ce qui évite toutes les problématiques de sortie des données. Et d'autres applications. Il y a beaucoup de monde évidemment qui développe aujourd'hui des solutions là-dessus. Il y a des gens en Allemagne qui développent des solutions très intéressantes aussi. Et donc clairement, effectivement, dans TimeTonic, c'est toujours la même chose. On a le motto depuis les origines, c'est Data is the application. Et on avait déjà développé un chatbot à l'époque qui s'appelle Sam, qui permettait d'interroger les données, mais de manière très très simple. Et on va tout à fait va aller là-dedans, et c'est vrai que ça ouvre des portes, des possibilités énormes. Oui, comme l'évoquait tout à l'heure Eduardo, ça peut faire sourire d'imaginer un médecin solliciter une intelligence artificielle pour l'aider, mais en fait on a tous besoin d'un assistant, et il n'y a pas de raison que les médecins se privent d'une aide, notamment parce que leur temps est compté, et que s'ils peuvent gagner en efficacité grâce à ça, et que nous on peut les aider à travers de nos compétences pour améliorer ce mode de fonctionnement qui leur ferait gagner du temps, autant le faire et essayer de bien le faire. Je vais passer la parole en tout cas à Lambert pour finir ce tour de table, et puis après, sur le temps qui nous restera, on pourra continuer à échanger de manière un peu plus libre. Lambert, je te laisse partager tes expériences, puisque là, je pense qu'il y en a quelques-unes, de nos codes en santé. T'entends pas? Ouais, c'est mieux comme ça. Merci Yannick. Alors déjà en fait là, je crois qu'on a déjà condensé
énormément d'informations, plus que tout ce que le Slack a connu dans les 3 ans de No-Code France. Donc finalement, il faut peut-être qu'on fasse ça plus souvent. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Forcément, je n'ai pas noté tout ce sur quoi je voulais rebondir, mais il y a vraiment du contenu, donc c'est super. Donc peut-être un point, nous, sur notre histoire. Bon, tu nous as bien décrit, hein. On est 3. Clairement, on est une agence de développement en santé qui se base sur les technologies no-code. Donc on va créer vraiment du sur-mesure pour tout le milieu de la santé, le praticien, les établissements de santé. Ça peut aussi être des mutuelles, ça peut être des centres de recherche, etc. Nous, c'est vraiment venu du constat qu'on a eu, parce que tous les 3, justement, on est dans le milieu de la santé. Tu disais que j'ai vécu tout le temps dans le milieu de la santé, mais au final, mes 2 acolytes aussi. Le milieu de la santé, c'est un milieu qui est vraiment passionnant, mais qui génère de la frustration, notamment dans tout ce qui concerne le numérique. Et cette frustration, en fait, on l'a partagée tous les 3. Pas tous les 3 dans la même manière, mais on avait tous cette même frustration. Tu as cité les noms, donc j'ai le droit de le faire aussi, mais Kylian, par exemple, est à la base un développeur e-santé. Il a développé des dossiers patients, il a développé plusieurs systèmes, des systèmes de bornes pour les urgences, etc. Et en fait, le fait de coder, il n'avait pas la même délivrabilité. Il n'avait pas la même rapidité de faire. Il ne pouvait pas tester des éléments avant de pouvoir implémenter quelque chose de plus lourd. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulièrement contraignant pour le côté développeur. C'est là d'ailleurs où le code peut s'inspirer du no-code, ou en tout cas s'utiliser le no-code pour aller plus vite, pour tester plus, etc. Laurie, elle, a été plus dans le côté gestion des établissements de santé. Elle était directrice adjointe d'établissements de santé et consultante. Et c'était toujours aussi la notion d'avoir un scope de logiciel qu'on paye à 100%, mais qui n'est pas toujours ce qui remplit le besoin fonctionnel. Le besoin fonctionnel va être rempli à 20, 30, 40, 50, 60, 80% dans les mieux. Mais enfin, c'est pas que pour la santé. Quand on a un logiciel, il y a une forte tendance à ce qu'il ne remplisse pas forcément l'entièreté du scope, mais qu'on ait des fonctionnalités dont on ne se sert pas. Donc l'idée de pouvoir créer complètement du sur-mesure, c'est plutôt pas mal d'un point de vue établissement, parce que du coup, au moins, ils ont ce qu'il leur faut. Bon, et puis moi, c'était la frustration de mes clients, des personnes avec qui je discutais, qui n'arrivaient pas à obtenir en fait ce qu'il leur fallait. Justement, ce manque fonctionnel qu'ils avaient, ce fait de devoir faire plein de clics pour arriver à retrouver l'information, de savoir est-ce que l'information elle est là, 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 parce qu'on l'a dit, il y a plein de logiciels, mais du coup, où est-ce qu'elle est cette information? Parce que ceux-là communiquent pas forcément entre eux. Etc. Donc finalement, on avait tous un peu le même problème, pas forcément la même finalité, mais le no-code est venu répondre à ce besoin. Alors, no-code/low-code, parce que ça a été aussi très bien dit, c'est Joël, tu en as parlé. Je pense qu'il ne faut pas non plus partir trop loin en se disant que le no-code, low-code va remplacer tout ce qui existe et qu'on peut tout faire avec. C'est faux. On peut faire des très belles choses, mais pour moi, ça vient en complément. Par exemple, sur la partie prescription, aujourd'hui, je ne me lancerai pas avec un outil no-code pour faire de la prescription. Je passe outre le côté certification qui va prendre 1 an et énormément d'argent pour le faire, et 1 an, je suis gentil, c'est un peu le minimum. Mais c'est tellement d'une énorme complexité qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment un outil no-code peut arriver à le satisfaire. Et finalement, le codé va être même d'ailleurs plus rapide, plus efficace, plus safe aussi vis-à-vis des tutelles. C'est pas forcément la chose à faire. Par contre, on peut très bien intégrer des solutions qui font de la prescription dans des outils qu'on a créés en no-code. Et c'est là tout l'intérêt de mixer les deux. Et là, pareil, c'est pas spécifique à la santé, mais l'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur de chaque monde et de se dire, OK, avec le no-code, je peux créer du petit spécifique pour mon utilisateur vraiment qui a besoin de ce scope bien spécifique. Par contre, tout ce qui va tourner autour, qui existe déjà, qui marche très bien, peut-être pas, mais en tout cas bien, ça peut être justement de les connecter ensemble. Et alors Xavier, oui, je sais, c'est une théorie, je connais cette théorie. Ça va dépendre. En fait, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse tout faire en no-code. Toi, je sais que tu nous ferais tout avec du WeWeb et du Xano, mais aujourd'hui, moi, je peux pas faire du no-code en santé avec WeWeb et Xano.
Donc aujourd'hui, je peux pas tout faire. Peut-être un jour, on a Oui. discuté avec Xano pour mettre en fait sur du HDS. WeWeb, on sait que du coup, il y a des possibilités aussi de l'auto-héberger. Donc potentiellement, peut-être que d'ici peu, on pourra vraiment tout faire. Mais si je reprends le cas de la prescription, par exemple, je suis vraiment pas sûr que ce soit opportun de réinventer la roue. Et il y a d'autres sujets comme ça. Le fait d'envoyer, alors, je donne la chose un peu spécifique, mais le fait d'envoyer au DMP, le fait d'envoyer à la messagerie sécurisée de santé, etc. DMP, dossier médical partagé, c'est votre carnet de santé numérique si vous préférez. Ce genre de choses, il y a des outils qui existent et qui permettent de l'intégrer, qui sont certifiés, où ça fonctionne, c'est connecté avec l'État, tout ça, c'est nickel. Pourquoi aller peut-être rechercher, recréer des choses alors qu'en fait, il y en a qui existent? Plutôt se plugger dessus et se concentrer finalement sur ce que nous, on peut apporter, qui est de créer des outils qui correspondent à l'utilisateur, en fait, l'utilisateur en face de son écran, qu'il ait son information au bon moment et qu'il arrive à faire ce qu'il demande. Je remarque que j'ai pas mon compteur des 5 minutes. Donc Non, mais comme je l'ai supprimé, j'ai lâché l'affaire pour les chronos. Voilà. Et oui, si je voulais Tu t'es revenir coupé tout seul, c'est bon? Ouais, j'ai peut-être quand même sur le côté Notion parce que justement, non, je trouve que c'est super intéressant ce genre de questions. Non, pas de données de santé dans Notion. Faut séparer, en fait, faut séparer les usages. Nous, on utilise énormément Notion avec nos clients parce que c'est un super outil pour faire de la gestion de projet. Est-ce que toi ah merci. Notion, c'est un super outil de gestion de projet. Et ce côté personnalisable permet justement d'adapter finalement aux personnes qu'on a en face, que ce soit un start-upper qui monte son outil dans la santé, que ce soit un établissement de santé, un collectif de libéraux. On peut du coup le créer. Nous, on l'utilise tout le temps, on gère nos projets avec Notion. Par contre, non, pas de données de santé. On oublie, c'est pas du tout safe. Et alors, tout à l'heure aussi, on a parlé de l'IPA. L'IPA est quand même pas au niveau du HDS. Donc aujourd'hui, ce qui est IPA, c'est bien, mais on peut pas l'utiliser. Bubble, par exemple, on peut pas l'utiliser dans la santé. Quand je dis dans la santé, c'est dans les données de santé. Vous pourriez très bien faire un système de gestion du RH d'un hôpital. Faites-le sur Bubble si vous voulez, il n'y a aucun problème. Par contre, non, on ne peut pas faire un système qui gère des patients. Voilà. Attention, il faut aussi RGPD, hein. C'est pas que les données de santé. Ouais. On est complètement Ouais. d'accord. Il y a le RGPD qui arrive en plus sur le sujet. Il y a un certain nombre d'obligations à satisfaire quand on veut mener des projets dans le domaine de la santé. Est-ce que tu as terminé, Lambert, sur le retour d'expérience? Je ne sais pas si un jour j'aurai terminé, comme le dit Pierre, Oui. mais on va entamer un débat, quoi. On va le jouer comme ça. Ah oui. Très bien. Merci pour cet échange déjà. Merci à tous les 5. Donc on était parti sur une durée d'1h30, hein, c'est ce qui avait été calé. Donc il nous reste un petit quart d'heure. Donc ce que j'avais prévu ensuite, mais on a commencé en fait à en parler, hein, c'était d'échanger un petit peu sur certaines thématiques en lien avec l'utilisation du no-code en santé, à commencer par les freins. Quelque part, aujourd'hui, c'est peut-être pas le secteur dans lequel le no-code est le plus utilisé. Il y a des freins évidents qui ont émergé dans les différents retours d'expérience, mais qu'on puisse peut-être les reposer un petit peu, en faire la synthèse, avec une première dimension qui paraît, sauter aux yeux, c'est la contrainte réglementaire, mais c'est peut-être pas la seule. Donc est-ce qu'il y a l'un d'entre vous là qui veut se lancer sur les freins à l'essor du no-code en santé? Vas-y, Joël, j'ai l'impression que tu veux. Ça me dérangeait. Ça vous dérange pas? Oui, non, il y en a vraiment plusieurs. Pour avoir un produit qu'on souhaite commercialiser et donc rembourser comme un médicament, je pense qu'en termes de réglementation, ça va assez loin. Je trouve ça super intéressant qu'en tout cas qu'on pousse les éditeurs et
Et on le voit qu'il y a un peu une différence entre les players comme TimeTonic qui ont cette possibilité d'être HDS et qui vont pouvoir l'être par rapport à tous les géants, on va dire, les Bubble, les WeWeb, etc., qui, en fait, tant que le marché fait pas je ne sais combien de millions, ils vont pas vraiment être HDS de sitôt. Donc il y a cette contrainte-là. Après, pour rebondir sur ce que dit Xavier, en fait, sur le fond, c'est vrai, tout est possible en no-code. Ça veut dire que moi, j'ai vu des applis avec des données de santé faites avec une application no-code. C'est possible. Et c'était hébergé au sein des hôpitaux parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la pharma, mais j'ai fait un petit détour par une société de service et on déployait des solutions de low-code qui sont pas trop représentées dans no-code France parce que c'est un peu le monde des entreprises, etc. Mais par exemple, OutSystem, qui est un des leaders, on peut totalement installer ça on-premise et donc on peut complètement gérer des données de santé avec une solution. Il y a des exceptions, mais effectivement, c'est un domaine un peu mis à l'écart dans cette communauté parce que c'est assez coûteux, c'est assez lourd. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même communauté très clairement, mais c'est possible sur le fond. Moi, ce qui vraiment psychologiquement marque un arrêt entre ce qu'on disait tout à l'heure, le MVP. On fait un MVP, on le propose aux patients, on confirme nos intuitions. C'est qu'à un moment donné, quand on veut vraiment en faire un vrai produit, il y a une dépendance qui est trop forte par rapport à l'éditeur de low-code ou de no-code. Et c'est là où il faut se poser la question. C'est-à-dire, je veux en faire un produit, ça va devenir ma source de revenus principale, ma société dépend de ce produit-là à X%, et quel est le danger finalement de reposer sur un éditeur tiers. Quand c'est pour fluidifier, accélérer les processus, les numériser comme TimeTonic le fait à la PHP, je pense qu'il y a zéro risque parce qu'en fait, c'est pas le business model de la PHP et ça ne fait que accélérer les soins, c'est une très bonne chose. Quand c'est une startup qui en fait son produit principal, voilà, il faut se poser une question à ce moment-là. Par exemple, Doctolib, et s'ils avaient commencé en no-code, à un moment donné, ils seraient arrêtés parce que leur cœur de produit, il faut qu'ils le maîtrisent et il faut que ce soit leur propre code pour pouvoir scaler et devenir autonome. Je me permets? Oui. Alors je suis d'accord, mais peut-être pas à 100%. Le côté dépendance, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est pas d'ailleurs que le no-code dans la santé, c'est le no-code, c'est la dépendance à un outil no-code. Il y a déjà eu des débats d'ailleurs sur la commu dessus. Après, moi je pense qu'on a toujours une dépendance à quelque chose. Toujours dépendant, on peut être dépendant de son hébergeur. Alors tu vas me dire: «Oui, mais on peut héberger ailleurs», c'est vrai. Je pense que c'est aussi c'est des choix. Nous, aujourd'hui, on traite de la donnée de santé dans des outils no-code. Alors oui, on est soumis au bon vouloir de l'hébergeur, de l'éditeur même. Maintenant, ça a un tel gain que ça apporte vraiment quelque chose. Aujourd'hui, il y a des apps aussi qui sont faites en no-code. Alors j'élargis au-delà de la santé, qui reposent en fait que sur une techno. Juste avant, il y avait un live où Magali parlait de Bédicasa. Bédicasa, c'est sur Bubble. Ils sont complètement dépendants. Ça veut dire que demain, il y a un petit changement de Bubble ou je sais pas. En fait, Magali perd finalement toute son appli, tout son business, tout. Donc j'ai envie de dire, c'est à voir. C'est vrai que c'est des risques, c'est des risques à peser. Est-ce qu'on est prêt à tout confier au même éditeur? Ou est-ce qu'on préfère justement faire des briques différentes? Est-ce qu'on préfère finalement aussi le coder nous-mêmes parce qu'on préfère cette sécurité? C'est à réfléchir. Après, il est vrai que dans la santé, par contre, c'est dommage parce que ça pousse pas justement ceux qui veulent aussi innover et qui naissent, mais j'irai pas chercher un outil qui est tout jeune. J'irai pas chercher un outil qui n'a pas prouvé en fait qu'il peut fonctionner, qui a de la rentabilité, qui arrive en fait à dire que, dans 10 ans, il sera toujours là. Parce que là, oui, clairement, le risque, il est trop gros et la perte de données de santé, si je dis que c'est grave, c'est un euphémisme, on peut pas l'envisager. Donc oui, je pense que c'est un choix, il faut peser le pour et le contre. Mais je pense qu'il y a des cas où on peut y aller. Effectivement, je vous rejoins sur les points qui ont été évoqués. Moi, ce que je verrais, c'est la question de la pérennité par rapport à cette dépendance. Parce que cette dépendance en soi,
elle peut être acceptable et elle existe aujourd'hui fortement dans le domaine de la santé, où il y a des éditeurs qui sont installés et il y a certains marchés de niche quelque part, où il y a 3 éditeurs, voire même moins parfois, qui se sont emparés du marché à une époque et qui maintenant ont transformé leurs clients quelque part en clients captifs, qui peuvent se permettre de ne pas faire évoluer plus que ça leurs produits, sans cibler qui que ce soit en particulier, mais bon, on sait que ça existe. Donc, peut-être si on trouve des solutions no-code qui créent une autre dépendance, mais qui ont d'autres apports, peut-être que c'est une bonne chose. Mais oui, c'est une question à se poser. Clairement, les acheteurs, je pense, si on parle des grosses structures hospitalières, forcément, les acheteurs vont se poser cette question-là. Mais à tout le monde de se la poser, et effectivement, comme disait Joël, des startups doivent avoir cette lucidité quelque part, de se dire, bon, je mets ma confiance dans une solution. Si je disparais dans 3 ans parce que tout se sera écroulé à cause de mon choix, bon, il faut peut-être le faire en connaissance de cause. Mais très bien, merci et merci pour le petit désaccord. C'est toujours bien dans ce type d'échange que tout le monde ne soit pas complètement aligné. Ça permet de générer un petit peu de débat et de contradiction. Est-ce qu'il y avait Yannick, d'autres ouais, si tu me permets de ouais. rebondir, tu m'entends? Vas-y, je t'en prie. Ouais, justement Oui. sur ce qui a été dit par Lambert, pour comme ça je fais le pont entre Joël et Lambert, en disant juste que peut-être le sujet c'est, quand on développe un médicament ou un dispositif médical, il faut toujours se poser la question de la balance bénéfice-risque, et je pense qu'en effet, en fonction de la maturité de l'entreprise ou du projet, on va pas se poser la question, de la même manière, et je dirais que le no-code, au contraire d'être un frein, est un vecteur d'accélération. Parce qu'aujourd'hui, juste pour faire un retour d'expérience sur le produit qu'on développe nous, actuellement, c'est, au-delà du fait de pas avoir d'outils no code, donc avoir du cloud, souverain ou non souverain, en fait, on est dépendant du code pour demain migrer, et l'intérêt du no code, c'est qu'on peut quand même créer son environnement de manière très, très modulaire, et je pense au contraire que demain, les applications, de demain seront faites en no code, parce qu'aujourd'hui, les coûts d'implémentation des solutions dans les centres hospitaliers on peut pas, hein, enfin les hôpitaux en France en tout cas n'ont pas les budgets, n'ont pas les moyens d'intégrer, des solutions qui sont si coûteuses d'une part, et je pense que si nous en France on prend pas ce virage-là, ce sont, à l'étranger qu'on verra des applis no code ou des services no code ou low code, en tout cas, peu importe la barrière, enfin la limite entre les deux, mais qui verront déployer leurs outils en France. Mais j'ai envie de dire, le sujet, c'est quel est le risque aujourd'hui, puisque les professionnels de santé soit travaillent avec du Microsoft, du AWS, ou enfin que sais-je comme GAFAM, et finalement prennent aussi leurs propres risques de leur côté en utilisant incorrectement, si je peux dire, leur outil de travail au quotidien, en partageant sur WhatsApp ou autres plateformes des données de santé. Donc, je pense je veux dire, il y a une balance bénéfice-risque, et c'est ce qu'on fait quand on développe un médicament ou voilà, un dispositif médical. Et je pense qu'au contraire, c'est un accélérateur pour que les projets aillent plus vite et qu'ils soient moins coûteux à implémenter dans les centres hospitaliers, si on parle que des centres hospitaliers. Et j'ajouterais juste au fait qu'un des freins au no-code, c'est la documentation technique. Parce que justement, si on fait un publish et qu'on n'a pas quelque chose qui permet d'historiser les changements et qu'on n'a pas des process d'entreprise, en tout cas, parce que je parle du point de vue de l'expérience startup que j'ai pu avoir, mais en fait, tout ça, ce sont des process, et aujourd'hui, le no-code ne permet pas, enfin en tout cas peut-être sur des outils no-code enterprise, permettent de bien historiser les changements, mais ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense à l'adoption de ces outils par des entreprises qui veulent en faire leur produit principal en production, voilà, et pas en MVP dès le départ. Voilà, peut-être on peut rebondir là-dessus, mais j'ai pas vu aujourd'hui à ce stade des applications de no-code qui permettent
de bien documenter et de l'implémenter dans un QMS, donc un Quality Management System, digne de ce nom. Donc, je dirais que voilà, pour faire la balance entre les deux, il y a des freins, mais il y a aussi il y a encore des freins, il y a encore aussi des opportunités pour le coup, qui me semblent plus évidentes en termes de coût et de vitesse d'implémentation. L'envers. Je peux? Ouais. Non, je vais arrêter de monopoliser. Non, mais c'est super pertinent le côté de la documentation. Ça, c'est un vrai sujet. Peut-être du coup, on va pouvoir aller dessus. Donc, je voulais revenir un petit peu en arrière. Tu as dit un truc qui est très intéressant, c'est que tu as parlé des outils étrangers qui vont venir. Aujourd'hui, il y a des outils no-code spécialisés santé qui existent. Il y en a, et ils sont étrangers. Je les ai rencontrés et en effet, c'est pas du tout les tarifs qu'on peut avoir sur des outils no-code grand public et ou français. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, clairement, moi, je les propose pas ce genre d'outils. C'est impensable. C'est des business models d'ailleurs complètement différents, j'imagine, à l'étranger, mais je connais pas assez pour dire. Mais donc oui, il en existe. Ils sont à l'étranger. Ils sont en train d'essayer de venir. Après, des pure players santé en France, il n'y en a pas. Par contre, il y a des players qui peuvent faire de la santé. Il y a Timetonic, il y a Xar, et il y a potentiellement d'autres qui vont venir d'ailleurs petit à petit. Voilà, j'ai fini. Je laisse quelqu'un d'autre rebondir. Ouais, mais c'était un point important qu'on évoque un petit peu les outils, puisque certains vont être quelque part mieux-disants par rapport à l'approche santé. Clairement, avec mon prisme aujourd'hui, je regarde les différents outils. Il y a certains outils que je regarde pas du tout, et certains qui rapidement sont arrivés dans mon scope, comme Xar, où la certification HDS aujourd'hui existe sur tous les points, et donc on peut quelque part s'affranchir de se poser cette question-là en se disant je peux commencer à développer ne serait-ce qu'un MVP en toute confiance. C'est émergent en France, il y a quand même quelques arguments. Et après, d'autres outils open source, ou alors c'est pas tout à fait de l'open source, mais pour N8N, qui va c'est une forme d'open source, je simplifie, hein, mais N8N va permettre un hébergement cloud sur leurs infrastructures, mais va aussi permettre de déployer sur ses propres infras, qui peuvent donc être HDS, et donc avoir de l'automatisation. C'est donc un concurrent de Make ou Zapier. Et donc pouvoir petit à petit constituer une stack no-code en santé avec donc du Xar ou du Timetonic, ensuite du N8N, et puis peut-être avec le temps, d'autres solutions vont émerger avec de la concurrence et donc du choix pour les différents acteurs. Un autre point auquel je pensais par rapport aux différents échanges, parce que j'essaie aussi de faire un petit peu la synthèse de ce qui a été dit, je lançais l'échange sur les freins, mais ça a, embrayé directement via Eduardo sur les avantages, la plus-value du no-code, et ça rejoint un élément qui a été évoqué tout à l'heure, c'est pas nécessairement pour venir améliorer des process avec une criticité médicale. C'est aussi parfois dans les structures de santé, quelles qu'elles soient, venir optimiser des processus RH ou autres, administratives, purement administratives, et faire gagner du temps. Ça, si c'est le cas, tant mieux. Et ça peut être un moyen d'entrer dans l'hôpital, d'entrer dans le secteur de la santé, comme le fait Timetonic, et ensuite peut-être à un moment imaginer avoir un peu plus de complexité, de criticité médicale, peut-être pas remplacer les solutions, les grosses solutions éditeurs type dossier patient, mais il y a sans doute de la place, il y a des espaces béants qui sont pas occupés, il y a des besoins, des attentes des professionnels de santé, d'avoir des réponses qui peuvent passer par le numérique, et donc sans doute par le no-code. On arrive doucement à l'heure de fin. C'est hyper frustrant si on doit s'arrêter là, parce que je pense qu'on avait tous encore plein de choses à dire, ce qui pourrait nous donner envie de refaire l'exercice si No-Code France nous laisse cet espace de liberté par la suite. Et puis il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées pour participer, ou ne serait-ce que pour observer. Donc on n'est pas que 6 à vouloir parler de no-code en santé.
Je voulais quand même, parmi les sujets que j'avais prévu d'aborder avec vous, s'il y a encore des choses à dire là rapidement sur les avantages, je pense qu'il faut le faire pour quelque part vendre le no-code aux acteurs de santé et peut-être aussi vendre la santé aux acteurs du no-code. Si certains se disent pourquoi j'irai voir de ce côté-là. Peut-être des choses à dire. Donc là aussi, je laisse celui qui veut prendre la main, Stéphane. Ouais, rapidement. Moi, je voulais juste reparler très vite, mais en fait, des logiciels métiers que les professionnels de santé sont presque obligés d'utiliser, ceux qui ont les normes CESAM Vital, etc. Et qui proposent des solutions où effectivement on a 80% des besoins qui sont couverts et on a 20% de fonctionnalités qui sont complètement inutilisées. Moi vraiment, dans le transport sanitaire, clairement, ceux qui sont avec les smartphones et les logiciels en ligne, on leur demande de faire une saisie tellement complexe que ça ne les intéresse même pas. Par contre, ils ne sont pas encore capables de lire le petit QR code qui est sur la carte de mutuelle, où il y aurait potentiellement toutes les infos qui pourraient arriver toutes cuites, entre guillemets, dans le logiciel. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'aimerais moi éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, mais c'est surtout si j'y arrive, proposer à mes clients qui aujourd'hui m'envoient des photos de carte de mutuelle sur un numéro de téléphone qui est relié avec une appli qui s'appelle Mighty Text. Et du coup, tous mes collaborateurs ont accès aux images reçues et tous les messages reçus sur ce téléphone, qui permet de centraliser tout ça. Mais c'est un petit peu archaïque et je suis sûr qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Je rejoins pardon. J'avais une vision un petit peu infinie des possibilités du no-code et en vous écoutant un petit peu tous parler, je crois que vous avez repoussé encore l'infini un peu plus loin. Voilà, c'est passionnant. C'est passionnant. Donc voilà. Et pour mes débuts, j'ai développé un petit logiciel, enfin pas vraiment logiciel, en fait c'est une base de données, mais j'avais besoin pour les Hospices civils de Lyon, puisqu'on parle de la PHP, je vais amener un peu les autres avec lesquels je travaille beaucoup et sur des marchés publics, sur certains types de transports bien particuliers, sur du bariatrique, donc transport de personnes obèses. C'est un marché public, c'est pris en charge par les Hospices civils de Lyon et jusqu'à maintenant, j'avais une feuille Excel par mois avec des formules de 8 km de long qui me calculaient mes tarifs. Et du coup, ce petit mois-là qui vient de passer, pendant ce petit mois, j'ai pu lancer en test au moins pour nous. Du coup, j'ai pu centraliser toutes mes données d'Excel, j'ai pu tout réimporter. J'ai fait le test sur Airtable parce que sur la petite formation de contournement que j'ai faite, c'était vraiment l'outil qui était mis en avant. Parce que j'ai pas de données de santé dans mon tableau Excel. Et du coup, j'ai pu répondre. En fait, au moment où je l'ai fait, il y a les Hospices civils de Lyon qui ont demandé à mon client des stats sur l'année qui vient de passer. Et il m'a appelé en panique et me dire comment on fait parce que là on a un fichier par mois. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose, de me sortir des stats? Et du coup, j'ai pu lui sortir un truc super. Et voilà, c'était ma première
mon premier projet en no-code. Et voilà, merci Pierre de m'avoir aidé sur ma formule de calcul, Pierre Simonin. Je crois qu'il nous regarde. Et voilà, c'est un petit début et ça annonce de beaux projets, je pense. Ouais, si on refait un live dans un an, tu pourras nous partager les milliers de réussites. Avec plaisir. Alors, Jean-Michel, tu avais un mot? Pardon, allez-y. Non, vas-y, continue. Juste, encore très très rapidement, mais du coup, je travaille sur un projet où je dois faire du rapprochement bancaire et j'ai mis le pied dans l'open banking. Donc rien à voir avec la santé, mais du coup, pour suivre les factures de nos clients, on a besoin de faire du rapprochement bancaire. Et donc j'ai développé avec l'aide du fournisseur européen, belge, de Ponto, développer une petite passerelle qui permet à mes clients de se connecter, comme pour les comptables en fait. Ils se connectent avec leurs identifiants bancaires et moi j'ai accès à leur compte avec ça. Et il y a plein d'acteurs dans ce domaine qui du coup proposent la passerelle toute faite et qui proposent une vue des comptes, des filtres possibles, etc. Et en fait, ce fournisseur Ponto propose une API compatible avec Zapier et qui ouvre du coup, en fait, au final, je suis remonté vraiment à la source. J'ai développé en PHP, j'ai dû remettre les mains dans le cambouis. C'était assez sympa. Du coup, juste la passerelle d'authentification du client. Et après, les portes sont ouvertes. J'ai encore pas commencé, mais du coup, les portes sont ouvertes et il va falloir que je me mette sur Zapier pour, au final, créer un outil pour nous de lecture des comptes. Voilà. Projet à venir. Ce que tu dis, Stéphane, et ça rejoint mon impression, hein, c'est avec le no-code, on tire un fil et petit à petit, c'est ça. Voilà, on découvre une nouvelle solution, on se dit ah tiens, je me forme à ça. Le risque, c'est de passer sa vie en fait à penser et à faire du no-code. Au final, c'est cette passerelle-là qui m'a amené à mettre un pied dans le no-code parce que voilà, j'ai découvert le mot Zapier, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le no-code. On a tous un point d'entrée différent, mais on arrive tous chez No Code France. Merci Stéphane. Jean-Michel, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste rappeler un petit peu quand même les avantages dans le domaine de la santé et 80% sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise. Mais c'est vrai aussi, comme je le disais, on a dit, c'est pas seulement pour les données de santé, mais clairement ce qu'on voit en tout cas dans toutes ces les hôpitaux et les centres de soins, etc. Les demandes sont les mêmes, énormément de processus papier qu'on peut digitaliser avec des formulaires et ensuite l'automatisation des workflows, tout ce qui est le processus de validation, la centralisation de toutes ces données-là, du suivi de ce qui est fait, ce qui reste à faire, etc. Et la gestion de projet, les Gantt, les timelines, tous les ticketing, toute la gestion des RH, l'onboarding, les enquêtes internes, tout ce qui est consultation, les intranets remplacés, mais il y a des tas d'outils qui sont faits sous Excel juste aujourd'hui et qui du coup perdent d'informations, etc. Les wrappers, en fait, on a beaucoup d'outils aussi qui sont très rigides et l'avantage de plateformes qui permettent, comme Taptonic ou d'autres, mais qui permettent de se connecter grâce aux API à des outils existants et qui ensuite permettent de les rendre collaboratifs, de pouvoir les automatiser, de pouvoir les étendre, rajouter des fonctionnalités. L'application mobile native qui marche en mode offline, qui va permettre de gérer les interventions, faire des QR codes, de remonter des photos, accéder à des formulaires, etc. Et puis l'IA qui arrive à grande vitesse et qui, associé avec le no-code, est juste fabuleux parce que
ça permet justement d'exploiter l'IA de manière dans des processus. Et ça permet de le faire instantanément, quoi, aujourd'hui. Donc, quand on arrive à répondre à toutes ces problématiques en quelques jours, en quelques semaines, c'est énorme dans les outils, dans tout ce qui traîne à la santé. Sur la partie produit, juste revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il y avait des questions. Est-ce qu'on peut créer d'autres applications qui vont traiter des données de santé et prendre des décisions autour de ça? Personnellement, il y a toujours une problématique, encore une fois, de la dépendance. On parle de la dépendance vis-à-vis d'un éditeur no-code, mais on est dépendant du code si on choisit de le faire en code. On est dépendant du développeur, on est dépendant de l'expertise nécessaire pour rentrer dans le code. Moi, je prends un exemple. On a remplacé chez Engie, alors c'est pas dans la santé, mais c'est la même problématique. On a remplacé un outil qui avait été développé par des développeurs qui avaient pris 3 ans, enfin 4 ans, 3 développeurs pendant 1 an et demi de développement. Et bien à un moment donné, les développeurs étaient plus là. Il fallait faire une modification. Il fallait retrouver un nouveau développeur. Il n'était pas disponible. Il fallait en trouver un autre, le former, plonger, et on part sur 6 mois pour faire une modification qui aurait pu se faire en quelques minutes. Donc la dépendance, elle existe si vous prenez un éditeur no-code et vous construisez des applications ou des process, hein, encore une fois, mais là je passe un peu plus sur le côté produit, mais elle existe énormément sur le code. Donc c'est aussi une problématique qu'il ne faut pas oublier, notamment quand c'est des applications internes. Le fait de pouvoir être indépendant, de pouvoir le faire rapidement, de pouvoir se former en quelques heures, en quelques jours et d'être master d'un outil rapidement, ça change complètement et ça permet aussi, surtout, encore je le rappelle, ça permet aux équipes métiers de créer leurs propres outils, c'est-à-dire de ne pas être dépendant d'un éditeur externe, de ne pas être dépendant d'un consultant, de ne pas être dépendant de la DSI. Donc, ça permet aux équipes du terrain de créer leurs propres solutions. Et ça veut dire que quand vous êtes dans une entreprise ou dans un organisme ou dans un CHU, etc., c'est-à-dire que si vous avez 100 personnes au niveau de la DSI et qui sont pris par des gros sujets régaliens de SAP, de paye, etc., ils n'ont plus le temps pour répondre à toutes les problématiques métiers. Mais si au contraire, vous avez 100, 1000, 2000 personnes qui sont formées en interne avec les outils, qui sont capables de créer leurs solutions, vous accélérez la digitalisation, vous accélérez l'innovation, vous accélérez la capacité de répondre à des problématiques métiers. Donc, c'est un avantage concurrentiel qui est juste fabuleux. Donc, attention à la dépendance, il y en a d'autres, et je pense que d'arriver à donner au contraire une beaucoup plus forte indépendance grâce au no-code dans les entreprises, dans les CHU, dans n'importe quel type d'entreprise, mais c'est vrai particulièrement aussi dans la santé, parce qu'il y a un poids, parce qu'il y a des lenteurs, parce qu'il y a des restrictions. Donc voilà, je voulais en profiter pour faire ce dernier petit commentaire sur la dépendance et la force du no-code aussi pour être indépendant, justement. Ouais. On est là pour ça, hein, pour mettre en avant les opportunités du no-code. Alors, je pensais à un élément par rapport aux éditeurs que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quelque part une inertie sur certains gros produits qui font que les roadmaps, en fait, ne permettent pas d'avoir des réponses dans des délais adaptés à certaines demandes. Et donc, le no-code va venir peut-être répondre à certains besoins, compenser cette inertie. Donc je pense pas que le discours soit de dire on va vouloir tuer les acteurs existants, mais plutôt de compléter l'existant pour mieux servir le système de santé. Alors, c'est peut-être un petit peu angélique de le dire comme ça, mais c'est ma vision utopiste. Je crois qu'on peut faire mieux avec le numérique en santé, et le no-code est un moyen. Peut-être On a Yannick, largement passé l'heure. Ouais, je ne sais pas s'il nous reste 5 minutes. J'aimerais ajouter peut-être un message sur comment. Alors, on a Xavier avec nous qui est un des animateurs du live de 21h. Donc, pour l'instant, il acceptait de nous laisser du temps. Jusqu'à 21h, je pense qu'il va peut-être nous demander de lâcher le micro. Mais avec plaisir, Eduardo, vas-y. Ok, c'était juste pour donner peut-être une perspective sur comment les no-codeurs peuvent s'intéresser au monde de la santé, parce que tu évoquais le fait de peut-être donner envie. Donc, ce que je dirais, c'est que
Je pense qu'il y a vraiment une place parce que le secteur de la santé en France est en grande souffrance. Je pense que, comme l'a dit Jean-Michel, donner la main aux utilisateurs finaux de créer leurs propres outils, c'est une vraie transformation qui est en train de s'opérer. Et je pense qu'on n'a pas encore parlé de l'accompagnement au changement et peut-être ce sera l'objet d'une autre conférence que tu pourras animer puisque tu es on va dire, dans ce secteur-là. Mais je pense que le sujet, il est aussi là. C'est comment on accompagne ces acteurs-là à se former à ces outils et accompagner. Je pense pas que ce soit uniquement le rôle des éditeurs d'aider à former. Je pense qu'il y a une vraie pédagogie que peut-être No Code France ou la communauté ou les gens qui veulent aider le secteur à démocratiser l'usage de ces outils. Parce que effectivement aujourd'hui, c'est en redonnant du pouvoir aux utilisateurs qu'on aura une fluidification des parcours de soins et si je puis dire, au-delà des sujets de dispositifs médicaux que j'évoquais tout à l'heure, là où il y a le plus grand besoin, c'est en effet d'automatiser les processus qui ne traitent pas de la donnée de santé et qui derrière ont des impacts sur la santé du patient. Je peux en raconter beaucoup d'anecdotes sur ce sujet et effectivement, il y a un vrai problème. Donc, démocratisons l'usage de ces outils avec aussi la contrainte RGPD réglementaire. Et je pense que les no-codeurs doivent vraiment comprendre ce sujet avant de se lancer. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce secteur-là et on a besoin de bien documenter en effet son projet no-code dans ce secteur-là. Voilà, c'est peut-être un rappel de ce qu'il faudrait intégrer avant de pouvoir se lancer dans ce secteur-là, après 2-3 formations, ou on va dire un apprentissage en autodidacte dans ce domaine. J'ai envie de dire échanger avec la communauté. Moi, je serais ravi de répondre à vos questions sur les sujets qualité réglementaire si vous en avez. Je pense que les autres intervenants aussi, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, Ah, c'est il un y a, appel il y a un canal dédié sur le Slack de No Code France, domaine e-santé. voilà. Je serais ravi de faire vivre pour continuer les échanges au-delà de ce live. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on raccroche et que je conclue? Est-ce que, il y en aura 2 du coup, peut-être 3. Si ça intéresse vraiment en fait, pas mal de monde, bon, il y a pas énormément de monde sur Twitch, il y en a peut-être plus sur LinkedIn, mais si ça intéresse du monde, on peut aussi pérenniser ce genre de points. Enfin, justement avec le Twitch No Code France, on peut, faire Ouais. régulièrement et discuter du sujet. Clairement, c'est un sujet qui va exploser, ça vient de plus en plus et il va y avoir des gens qui vont me poser des questions et il va falloir y répondre, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble. Donc pourquoi pas le pérenniser? Je crois que Mmh. ça peut être une bonne idée. On est Continuer d'accord. à passer le message et échanger entre nous, comme on l'a fait aujourd'hui. Ouais. Évidemment, si vous souhaitez, alors pour ceux qui sont encore spectateurs, avoir plus d'informations sur chacun, je pense que vous saurez tous nous trouver sur LinkedIn ou sur le Slack de No Code France. Bien sûr, il y a comment dire ce live s'intégrait dans une semaine entière, donc ça se poursuit. Il y a un programme encore chargé avec ce soir un live donc co-animé par Xavier et François-Xavier Baudonnière, ce qui s'appelle D'une idée à une app. Ils vont partir d'une idée d'application et la construire en direct. Donc ça, c'est une pratique courante, donc peut-être à essayer aussi dans le domaine de la santé par la suite, de fabriquer une application avec un outil no-code ou des outils no-code pour montrer à quel point on peut rapidement obtenir un résultat intéressant. Joël, tu avais aussi un petit mot à ajouter? Vraiment, vraiment en une phrase, peut-être, et moi le premier, hein, être plus actif effectivement au niveau de ce channel Slack parce que je me rends compte qu'il y a quand même des moments, il y a des milestones. Par exemple, si un des produits est meilleur sur la documentation pour le QMS ou si nos chers DPI GAM ont enfin un wrapper, une API intéressante, il y a peut-être des choses qu'on peut partager qui vont être des enablers et rendre un peu ce channel plus vivant, ça peut être sympa. Bon,
on a peut-être lancé quelque chose ce soir, j'espère bien. En tout cas, moi j'étais ravi vraiment d'échanger avec vous, ravi que ça intéresse quelques personnes sur Twitch et LinkedIn, et sachant qu'on va pouvoir rediffuser, recommuniquer sur le sujet, et petit à petit espérer faire boule de neige. Ce n'est qu'un début. Si j'ajoute, ouais, ce n'est qu'un début. Et alors, juste ajouter un dernier mot, parce que Eduardo rappelait qu'un des objectifs, c'était d'essayer d'amener des acteurs du no-code à la santé. Le no-code, c'est passionnant, mais la santé, c'est passionnant aussi. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Moi, c'est une découverte il y a quelques années. J'étais dans d'autres univers avant, et je ne compte pas en sortir, parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, et c'est important d'essayer de mettre ses compétences au service du secteur de la santé. Merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir libérer StreamYard 10 minutes avant pour le live suivant. Bonne soirée, bon appétit. Je pense que vous n'avez pas encore. Merci Yannick, merci à tous. Et à très bientôt sur Slack ou ailleurs. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ouais.